Bonjour et bienvenue à ce 17e webinaire de notre série. Nous sommes très heureux que vous soyez si nombreux aujourd'hui. Cicely Thomas va présenter cette séance. Elle est économiste en chef. Elle mène le portefeuille financier au GFF. Elle a beaucoup d'expérience en Afrique et en Asie. Je donne la parole à Cicely. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints du monde entier pour cette discussion. Aujourd'hui, je présente cette séance très intéressante sur le fait de comprendre les perturbations de l'aide dans les pays à revenus faibles et intermédiaires et leur impact sur le financement de la santé. Nous savons que tout cela a eu un impact et tous ces services ont souffert. Et aujourd'hui, nous voulons savoir comment les pays peuvent naviguer ces chocs pour préserver les soins de santé pour les populations prioritaires. Et quel système doit être en place pour aider les pays à réagir à ces chocs. Donc aujourd'hui, tout d'abord, notre collègue de l'OMS, Susan Spark, va nous préparer le cadre pour que l'on sache ce que l'on sait de ces perturbations et à quoi on peut s'attendre à l'avenir. Ensuite, nous aurons 3 panélistes qui travaillent en Ouganda, au Sierra Leone et au Nigeria. Et finalement, Christabel Abewe de l'OMS va récapituler toute la séance. Je vous présente Susan Spark, qui est économiste à l'OMS en matière de financement de la santé. Susan, je vous donne la parole. Merci. Je suis très heureuse d'être ici avec ces personnes du monde entier pour ce sujet qui est un sujet difficile et donc je suis heureuse d'établir la toile de fond, savoir où nous en sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons connu au cours de l'année qui vient de s'écouler et le point de part avant 2025 et comme Cécilie l'a dit, comment lier cette compréhension en matière de financement et quel est l'impact pour les personnes en matière de santé. Et sur les systèmes de santé, je vais commencer par vous dire ce que les données en matière de dépenses pour la santé nous disent, où nous en sommes, où nous en étions avant 2025. Ici, vous voyez la ventilation du financement pour la santé dans les pays à revenus faibles et intermédiaires en 2023. Et ce que vous voyez en rouge, c'est les dépenses à la charge du malade. Et puis en vert, vous voyez cette section verte qui vient de sources externes. Et vous voyez que c'est une plus grande part que les sources publiques de fonds. Mais il n'y a pas eu de transformation en ce qui concerne la part des recettes qui vont au secteur de santé par rapport aux autres secteurs qui sont financés par le secteur public. Nous voyons que dans les pays à revenus faibles, l'aide était plus élevée que les dépenses publiques nationales. Vous voyez une dépense moyenne par habitant en vert. La barre vert dépasse la barre bleue en moyenne et cela change au fur et à mesure où les pays ont plus de revenus. Mais en 2023, on a atteint le point culminant, mais en arrivant en 2025, on comptait vraiment sur les pays extérieurs. Les pays en développement comptaient sur les pays extérieurs pour de l'aide. Et nous voulons relier ces 2 sources maintenant. Voyons la dynamique du financement extérieur par rapport à cette question des dépenses publiques nationales. Vous voyez ici 2 graphiques. À gauche, vous voyez les dépenses par habitant, l'indice de croissance de ces dépenses. Et vous voyez que les dépenses nationales ou les dépenses
dépenses des personnes diminue. Et puis, depuis la pandémie, il y a eu une diminution de la croissance des dépenses publiques nationales. Donc, la priorité donnée à la santé dans le budget des pays n'a pas été maintenue dans les pays à faible revenu. Et à droite, vous voyez la priorité de la santé par rapport à toutes les dépenses du gouvernement qui vont dans le secteur de la santé. Et ce que nous voyons entre 2010 et 2023, c'est que la tendance n'a pas changé, elle stagne, malgré le fait que l'on veut plus de dépenses nationales, que ce soit par habitant ou par rapport au budget total. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on cesse de compter sur l'aide extérieure par rapport au rôle des ressources nationales? Donc, vous voyez ici, nous savons que ce ne sont pas des pommes et des pommes que nous comparons, mais des pommes et des oranges. Quand on voit la composition du financement externe, comment ce financement est dépensé par rapport aux ressources des particuliers et des gouvernements. Donc, vous voyez les catégories de dépenses, gouvernement, privé et sources extérieures. Dans le cas de l'aide extérieure, le blé représente les dépenses sur les maladies à base de parasites et autres. Donc, ce n'est pas surprenant. Ce sont également les maladies infectieuses qui sont représentées en bleu foncé. Et donc, ce sont vraiment des sources externes qui fournissent cette aide. Donc, les gouvernements ont l'habitude de compter sur des ressources extérieures. En vert, vous voyez cette source. Donc, nous avons considéré 51 pays et si vous voyez vous pouvez voir que l'on compte sur un financement extérieur. Donc, ce n'est plus une question de faire une transition et ne dépenser que des ressources nationales, mais la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé non seulement avec les dépenses, mais avec la façon dont ces services sont organisés, parce qu'il y a une fragmentation et séparation des services. Donc, ce n'est plus tellement les ressources du gouvernement, mais il faut également changer les systèmes de prestation de services. Si vous passez maintenant aux perturbations, et bien entendu, nous apprenons petit à petit, et ça, c'est une diapo qui vous montre quel devait être le choc général en 2025. S'il y a une réduction de ce qu'il y a en bleu et une réduction en général de l'APD, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Et cela est conforme également aux données en temps réel. Ce que nous voyons à des estimatifs beaucoup plus réels. Donc, nous voyons ce qui s'est passé en matière d'APD en 2025. Nous voyons que l'APD a diminué de plus de 23%, et puis l'aide bilatérale pour la santé a diminué entre 19 et 33%. Il y a eu des réductions de Gavi et du Fonds mondial. Et cela, il faut voir quelles vont être les conséquences à l'avenir, surtout si l'on considère les tendances épidémiologiques à long terme. Donc ici, j'ai réuni les informations sur ce que nous savons en ce qui concerne les perspectives d'aide pour la santé en 2026 et au-delà. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait positif, en pensant qu'il va y avoir une diminution de 5% encore entre 2025 et 2026. Et ces chiffres ont été établis avant la crise au Moyen-Orient.
il y a des fonds pour le développement qui reviennent grâce au processus des protocoles d'accord, mais on pense que les pays qui ont signé ces protocoles, eh bien, il y a eu une réduction de 24%. Donc, même si les fonds revenaient, nous savons qu'il y en aura moins et il y aura d'autres réductions au niveau du Fonds mondial. Donc, l'aide extérieure continue à être importante, mais il faut vraiment considérer les conséquences pour les ressources publiques nationales. Vous voyez ici que l'on se focalise davantage sur les obligations de cofinancement par le gouvernement national. Gavi en parle depuis longtemps. Il y a divers mécanismes en place. Il faut compter donc le financement national par rapport au financement extérieur. Et on voit que l'on compte sur ceci davantage avec les protocoles d'accord du gouvernement américain. Et ma collègue va vous présenter cela. Mais alors que nous considérons les conséquences générales, alors que les négociations ont lieu donateur par donateur, nous savons qu'il n'y a qu'un seul budget pour le secteur de la santé qui doit affecter ces fonds. Et en bleu, vous voyez les dépenses extérieures estimées de Gavi, du Fonds mondial et du gouvernement américain. Et en orange, vous avez les obligations de cofinancement que doivent payer les ministères de la Santé pour avoir ces fonds extérieurs. Et puis, il y a également des conditions spécifiques pour les programmes et puis, en plus, des attentes en ce qui concerne le financement de la santé. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est le budget de la santé du gouvernement de l'Ouganda en orange, et puis la dernière colonne vous montre la moyenne annuelle des obligations financières nationales. Et nous avons comparé ces obligations au budget actuel de l'Ouganda. Et vous voyez que c'est presque 50%. Donc, la question est de savoir s'il y a une marge de manœuvre budgétaire pour payer plus d'argent pour satisfaire ces engagements. Et donc, il va falloir considérer ceci du point de vue de l'ensemble du budget. Là, je suis au siège de l'OMS, mais nous travaillons avec nos collègues dans le monde sur cette question. Non pas de savoir quel est l'impact, mais savoir quelle va être la réaction. Et il faut être proactif. Et nous travaillons avec l'Alliance pour la recherche en matière de politique, pour comprendre le problème. Donc, ce que nous savons, que les données et l'information représentent le pouvoir. Donc, ceux qui ont pu établir des systèmes de suivi de l'aide et qui ont des comptes, des systèmes bien établis de financement de la santé, ça c'est utile. Il est donc utile de savoir qui finance quoi, quel domaine, quelle population connaissent un impact. Et puis, cela permet de réagir alors que l'on prend des décisions d'allocation des fonds. Il faut avoir une vue d'ensemble. Donc, ces informations, ces données sont très importantes. Et ici, vous voyez un appel pour qu'on en établisse des systèmes de comptabilité basés sur les données.
On en avait parlé par le passé, mais et on n'avait pas tellement fait beaucoup de choses. Et maintenant, l'on veut un alignement. On parle de l'importance de cela. Mais ce que nous avons réuni ici, c'est une série d'indicateurs pour les ministères de la Santé. Ils peuvent utiliser ces indicateurs pour déterminer comment suivre leurs propres ressources, mais également comment suivre les ressources des donateurs. Comment est-ce que ces fonds sont approuvés? Quels sont les audits, les rapports? Et non pas simplement donateur par donateur, mais du point de vue du ministère de la Santé. C'est le système de financement et nous pouvons voir quelle est la fixation de priorité des ressources nationales publiques et quelle est la question de l'allocation efficace. Est-ce qu'il y a des attentes cohérentes? Est-ce qu'il y a un alignement derrière la budgétisation? Est-ce qu'il y a une budgétisation équilibrée? Parce que ce que nous voyons, ce sont les changements. Eh bien, ce sont toujours les ministères de la Santé qui ont du retard sur le paiement. Et donc, il faut le prendre en considération quand on parle de cofinancement. Si nous passons à la diapo suivante, eh bien, nous avons vu beaucoup de réponses et beaucoup de questions sur l'intégration, sur les priorités. Ce sont des mots que j'aime bien et qui représentent, mais nous savons également que la théorie, nous devons vraiment essayer de les définir. Et c'est important d'avoir de l'information non seulement sur les fonds, mais sur les sources de financement et quelles sont les parties du financement et quelles sont les parties du programme qui sont séparées, qu'est-ce qui est inefficace et qu'est-ce qui devrait être scindé pour savoir si on gère les services intégrés et quand cela n'est pas possible, eh bien, il faut le savoir au moment du travailleur de la santé sans avoir un entourage qui prenne en considération tous les éléments qui sont adjacents et qui, évidemment, ont une portée sur l'intégration. Et s'il faut vraiment savoir quel est l'impact de la couverture et si savoir l'ensemble de la chaîne doit être pris en considération. Alors, quand on prend ces questions en considération et quand on branche le financement avec les systèmes et les personnes, on a une image tout à fait différente. Si nous voyons par exemple sur cette diapositive, ici, à l'équipe de l'OMS, nous avons établi un document sur la question de ce qui peut être fait pour répondre aux urgences. Si nous commençons par savoir quelles sont les informations et quelles sont les questions, quelles sont les données que l'on peut poser pour essayer de recueillir les informations qui nous permettront d'étayer notre réponse. On voit en effet que nous avons ce genre de réponse. Nous voyons également que nous devons prendre en considération les mouvements sur le long terme, car nous savons que tout cela va dépendre. C'est pourquoi nous pouvons savoir comment les données, les informations et les décisions peuvent être utilisées sur le long terme. Eh bien, il s'agit simplement de voir comment on finit par débrouiller, si l'on veut, la question que je vous posais auparavant. Alors, la dernière diapositive, qu'est-ce que nous remportons? Quelles sont les leçons tirées? Et évidemment, ce sont des choses que vous pourrez évidemment remporter avec vous, mais ce sont les conclusions à prendre, mais également les questions que vous ne pouvez poser. Ce sont les questions à poser avant qu'un nouveau choc n'intervienne pour savoir comment on obtient un certain équilibre dans les structures de gouvernement, dont l'information de l'aide ne peut pas être séparée du reste, notamment des décisions à prendre autour de décisions de financement public. Ensuite, il y a la question du financement. Ce n'est pas simplement une brèche de financement, mais il faut savoir quelles sont les priorités qui doivent être prises en considération et comment les mouvements financiers peuvent être soutenus. Et c'est un système clair et qui permettra d'avoir des actions fixées de façon prioritaire dans chacun des États, de chacun des endroits où nous devons les appliquer et prendre évidemment les décisions qui de droit s'il y a des changements. Merci Suzanne de ce tour d'horizon.
Je vois qu'il y a beaucoup de choses à déballer, comme tu disais, pour savoir comment cela marche dans la pratique. Donc, c'est une excellente occasion d'entendre ce qu'ont à nous dire les membres du groupe d'experts. À ce stade, j'aimerais vous présenter les différents membres du groupe d'experts. Et je le ferai d'abord, ensuite je leur poserai des questions. Alors aujourd'hui, nous avons Joshua Mouzazisi, qui est assistant des partenaires et de la coordination multisectorielle du ministère de la Santé de l'Ouganda. Ensuite, monsieur le docteur Abdul Njai, qui est un spécialiste de financement au ministère de la Santé de la Sierra Leone sur le financement public. Et ensuite, nous avons Madame Yeladzira Garnois, qui dirige l'équipe de coordination et de financement de la santé du SWAP, qui est la coordination du secteur vaste au Nigeria. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue à vous, à tous les trois. Et très brièvement, je vais vous poser une question que nous aimerions que vous puissiez nous répondre. Nous espérons donc à vous entendre, membres du groupe d'experts. Nous avons deux questions, enfin une question en deux parties pour chacun d'entre vous. Et vous avez un peu plus de 5 minutes pour y répondre avant d'entendre les questions du public. Nous avons un public très vaste aujourd'hui. Je commence par vous, Joshua. Et la question d'ailleurs est pour tout le monde. Comment votre gouvernement répond-il à l'assistance au développement qui change constamment dans le domaine de la santé et quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez? La deuxième partie de la question que je vous demande de répondre est, étant donné les incertitudes, comment vous assurez-vous que les soins, la prise en charge des premiers soins et des soins de la mère et de l'enfant soient vraiment en considération? Et je vous demande de parler lentement, Joshua. Merci. Merci, Cécilie. Je vous souhaite une bonne journée, bonjour, bon après-midi à tous ceux qui sont présents. Et merci de cette excellente question. Notre situation va dans le sens de ce que nous disait Suzanne. Et on arrive parfaitement à identifier notre situation à celle qu'elle nous a établie. Ceci dit, la seule différence, c'est que en tant que pays, même si nous dépendons énormément de l'assistance gouvernementale, nous avons établi un système qui nous permet de suivre de très près les patrons de soutien que nous recevons du gouvernement et de nos partenaires et de les suivre. Quand nous avons des chocs, eh bien des perturbations, nous sommes toujours dans une position privilégiée pour savoir comment y répondre. Alors, et je vais vous donner un exemple récent de quand lorsque il y a eu distorsion des États-Unis. Quand cela s'est passé, nous avons dû, en tant que pays, nous réunir pour savoir quelle est la brèche qui reste, étant donné que ce soutien a été supprimé. Et nous avons établi un système qui nous permet d'obtenir de l'information de tous les partenaires pour comprendre quel est leur patron de soutien. Donc, nous arrivons à faire un suivi de tout le soutien budgétisé et non budgétisé pour prendre en considération toute l'aide que nous recevons et c'est pourtant pour ça que c'est très facile pour nous de comprendre le patron et de trouver une solution. Mais nous sommes allés au-delà de ce stade en établissant un système électronique pour les partenaires qui leur permet de comprendre ou nous permet de comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils font, leur niveau d'intervention, combien nous recevons, ce que nous faisons avec cet argent pour que, en tant que pays, nous puissions avoir toujours une solution à l'esprit. Et vous avez vu depuis la diapositive précédente que quand nous avons eu cette distorsion, nous avons pu rapidement revenir sur nos fichiers et comprendre que le manque de soutien de l'USAID a représenté 6 milliards de shillings ougandais. Nous, en tant que ministère, nous sommes réunis et nous avons fait cette requête au gouvernement pour que le gouvernement puisse effectivement répondre pour colmater cette brèche. Mais au-delà de cela, nous
nous avons pris quand même quelques mesures palliatives parce que certaines mesures ont été prises auparavant. Par exemple, nous avons évité les déchets ou les dépenses exagérées en fonction de toute une série de séminaires et de webinaires et d'ateliers. Et le ministère peut nous dire, eh bien, nous ne pouvons pas vous soutenir pour ces activités, car nous ne voulons pas que ces ateliers soient faits. Donc maintenant, ce sont uniquement des activités en ligne, en gardant évidemment la technologie nécessaire pour pouvoir conserver ces séminaires ou webinaires maintenant, puisqu'ils sont tous en ligne. Et je sais que quand on parle d'intégration, en Ouganda, nous parlons d'intégration dans le sens véritable de l'intégration, car outre le fait d'avoir un cadre conjoint d'intégration, nous avons travaillé avec nos partenaires pour nous assurer que nous puissions faire en sorte que les partenaires entrent sur le terrain, voient quels sont les domaines d'intervention et que ces domaines d'intervention soient alignés sur les priorités du gouvernement. Cela leur permet de savoir exactement que tout ce qui est fait va dans ce sens. Nous avons également accepté d'utiliser les éléments d'innovation qui nous permettront justement d'assurer le suivi et de l'intégrer. En d'autres termes, nous ne pouvons dire que nous ne pouvons pas attendre que les chocs arrivent. Nous devons y faire face auparavant. En tant que pays, nous sommes réunis avec d'autres pays africains et nous avons fait une communauté de pratiques qui aura lieu au mois de mai. Ceci a regroupé 6 nations africaines et quand on les combine, leur PIB est plus de 1 billion de dollars. Et cela montre que nous devons développer le secteur privé pour essayer de comprendre quelles sont les synergies dont nous pouvons bénéficier en tant que nation. Nous devons travailler la main dans la main pour que la santé primaire soit toujours très haut dans les priorités pour que la chaîne d'approvisionnement soit également améliorée là où cela est possible. Et je crois que quand on suit ce parcours, cette démarche, eh bien, nous savons que nous nous posons les questions correctes. Alors, vous avez posé la question de savoir de ce que nous faisons pour nous assurer que les soins primaires ne soient pas perturbés. Eh bien, ce que nous avons fait en Ouganda est quelque chose de tout à fait novateur. Nous avons créé ce que nous appelons des systèmes maternels néonataux locaux, c'est-à-dire que nous avons divisé le pays en petites zones géographiques et ces personnes se réunissent toutes les semaines et sont responsables et partagent leur expérience pour essayer de s'assurer que tout soit fait de la même façon partout. Ce qui nous a permis d'améliorer d'abord la qualité des services que nous fournissons au sein du pays et ensuite, cela améliore également les capacités des travailleurs de la santé et cela nous a donné également une excellente plateforme pour la reddition de comptes entre le gouvernement central et les gouvernements locaux ou régionaux. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est de trouver une façon de fournir les services, les soins de santé de façon durable, de telle sorte, peut-être pas aussi vite que les gens aimeraient, car nous voulons que les gens prennent sur eux la responsabilité de ce qui est fait, soient autonomisés et que cela soit, même si cela est tenu par le ministère de la Santé, mais que cela soit vraiment accepté par tous les partenaires qui travaillent de façon autonome. Je crois que cela nous permet de devenir plus novateurs et de penser comment nous pouvons créer des systèmes durables, susceptibles de se tenir sur leurs pieds et de ne pas faire appel à de l'aide constamment. L'aide n'est pas mauvaise, certes, mais nous devons pouvoir marcher tout seuls, sans aide extérieure. Je vous remercie. Merci Joshua pour cette excellente présentation et je crois qu'il y a beaucoup à apprendre et sans doute beaucoup de questions dans la partie questions-réponses. Ce portail montre l'innovation et ce que vous avez fait en réunissant des pays pour en parler et pour
séance d'apprentissage qui permet que chacun des secteurs locaux puisse en profiter. Donc, une fois de plus, merci et j'imagine que vous aurez beaucoup de questions tout à l'heure. Mais pour l'instant, je passe à M. Njai, M. le Dr. Njai. Monsieur Njai, je vous souhaite la bienvenue et j'ai la même question pour vous. Si vous pouvez nous parler de la façon dont le gouvernement de la Sierra Leone répond à cet environnement constamment en changement, avec les difficultés auxquelles vous vous heurtez, et comment vous vous occupez de vous assurer que les services de santé primaire soient une priorité étant donné tous ces changements. Vous avez la parole. Merci, Cécile, et bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être ici à la Sierra Leone. Comme l'a dit Suzanne tout à l'heure, nous avons eu un fonds pour la COVID et nous avons eu également, de façon positive, des accords bilatéraux. Mais pour quand l'annonce a été faite de la suppression de l'USAID en 2024, cela a été un problème. Et nous avons dit, eh bien, nous devons comprendre la situation. Et nous avons donc fait un nouveau profilage. Nous avons étudié la question de nouveau. Mais nous avons constaté également, lorsque nous avons commencé à examiner la question de près, que nous devions faire une analyse pour comprendre la situation. Et l'image que nous avons commencé à voir était que nous avions moins de fonds, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, et que la portée, et comme l'a dit Suzanne, il y avait des retombées sur les maladies infectieuses, et nous avons eu également que nous avions certaines activités que nous voulions examiner où nous avons préservé certains produits de base, mais les activités, la formation ont été supprimées dans une certaine mesure, ce qui n'est pas une formidable image. Mais il y a aussi des difficultés du côté des données, car au début, nous avons vu qu'il y avait des difficultés pour obtenir des données. Les bailleurs de fonds et les autres partenaires ne donnaient pas les mêmes fonds qu'auparavant. Donc nous, à la Sierra Leone, nous avons vu une grande densité de partenaires et beaucoup de projets ont dû être supprimés. C'est pourquoi nous avons compris que le suivi était difficile et que, d'une façon ou d'une autre, nous devrions en changer la composition et changer la façon dont nous avions l'habitude de travailler. Et la conversation aussi a été faite quand nous avons parlé de planification, mais nous avons compris que certains des systèmes étaient fragmentés et qu'il y avait beaucoup de fonds qui n'étaient plus disponibles. Mais au moins, avec l'analyse que nous avons faite et les partenaires qui ont fait leur propre présentation et qui ont obtenu leurs propres données, nous avons pu constater comment on pouvait mieux profiter des fonds qui étaient disponibles et essayer de colmater cette brèche. Cette brèche était énorme, comme l'a montré Suzanne, et nous avons essayé de voir ce qui venait de l'aide extérieure et quels étaient les financements, c'est-à-dire 70 ou 80% de ce que le gouvernement dépensait tous les ans. C'est évidemment un trou énorme que nous avons eu. C'est pourquoi ce que le gouvernement a essayé de faire pour répondre à cette question, c'est de commencer à penser en termes nationaux en utilisant les données du ministère des Finances et de planification et pour essayer d'envoyer un message de sensibilisation pour la mobilisation de fonds et de mettre en route des conversations entre les partenaires de façon collective et avec les institutions nationales pour essayer de voir quels étaient les domaines qui avaient le plus grand nombre de problèmes. Et nous sommes mis en contact avec les partenaires qui pouvaient nous prêter main forte, c'est-à-dire voir quel était le paysage ainsi divisé, les différentes sources de financement, les différents programmes qui ont intégré le paquet
de bénéfices parce qu'on ne pouvait pas avoir tous les programmes qu'on avait auparavant avec différentes installations, différentes communautés. Et parfois, on a essayé de mettre en route un paquet plus simple, mais qui soit plus général, qui prendrait sur lui l'ensemble des bénéfices de base et notamment sur les soins primaires de la santé, avec l'intégration de différents paquets de ressources et que les ressources soient mises à profit en utilisant d'autres sources de revenus pour essayer de s'occuper des autres maladies, par exemple les infections, et en mettant l'accent sur le besoin d'avoir des services de prévention. Donc, nous avons vu beaucoup de choses dont nous avions parlé et nous avons évité une bonne partie parce que beaucoup de choses que nous faisons sont évitables, d'autres ne sont pas. Voilà un petit peu la vision et les leçons tirées de ce qui a été fait pour nous occuper des fonds de développement que nous avions en tant que pays. Et avec cela vient toute une série de difficultés car nous avons essayé de comprendre également quels sont les cadres plus gros, l'image plus importante et les différents niveaux de gouvernement qui essayent de voir la même chose. Mais au moins, l'appétit pour le financement de la santé est énorme. Nous considérons un système pour suivre tout le financement qui arrive dans le pays et avec des conversations avec le gouvernement américain et autres. Nous sommes en train de voir quel soutien nous avons eu par le passé et quel soutien nous pourrions avoir. Et cela limite le rôle de nos partenaires. Et je pense qu'il y a eu une grande source par le passé d'inefficacité. Et donc, il faudrait essayer de régler ces inefficacités. Donc, voilà comment nous avons considéré ce processus, nous avons tiré des enseignements et nous avons pris des décisions pour faire face à la situation. Merci, Dr. Njai. C'est une situation très intéressante. Le choc a vraiment eu un impact sur la Sierra Leone et de façon positive, cela vous donne l'occasion d'opérer des réformes qui sont tout à fait nécessaires et prendre des mesures pour améliorer l'efficacité, y compris cet ensemble des prestations et la considération de swap. Donc, je vous remercie de cette intervention et d'autres panélistes pourront parler également de l'expérience de la Sierra Leone. Et finalement, une dernière oratrice, Hedla Zira Garnwa. Bonjour. Donc, j'ai la même question pour vous. Pourriez-vous nous dire comment le gouvernement fait face à ces modifications constantes et comment vous avez pu maintenir la priorité pour les services de soins primaires dans ce contexte? Merci et bon après-midi. Bonjour à tout le monde. Les réductions de financement ont affecté le gouvernement du Nigeria de toutes sortes de façons, mais le gouvernement a décidé de changer les choses avec le ministère de la Santé pour se focaliser sur des systèmes de résilience à long terme. Donc, en utilisant une plateforme qui existait déjà avant les chocs, l'architecture SWAP, le gouvernement du Nigeria a pu rapidement réunir les chefs des agences pour qu'elles soient mieux alignées et pour que l'on arrive à une stratégie. La première chose que nous avons faite, nous avons considéré en interne quelles étaient les données. Nous avons voulu voir ce qui était affecté, quel était l'impact.
Nous avons mené une évaluation détaillée grâce à une cartographie des ressources pour comprendre le choc, l'impact du choc. Et comme d'autres pays, nous avons eu le retrait du financement du gouvernement américain nous a affectés, notamment en matière de maladies comme le VIH-Sida et autres, le malaria et d'autres domaines. Et donc, par notre évaluation, nous avons pu comprendre l'effet du choc. Nous avons pu voir quels étaient les déficits dans les divers systèmes pour les produits, pour la chaîne d'approvisionnement, pour les ressources humaines. Et nous avons voulu comprendre la fragmentation. Il y a des fragmentations parce que nous avons divers systèmes de données, des inefficacités par rapport à la chaîne d'approvisionnement et le coût élevé de certains produits. Et puis, nous avons eu le personnel sanitaire qui ont été affectés. Donc, ce que nous avons fait immédiatement après avoir quantifié tout cela, nous avons trouvé 200 millions de dollars nécessaires pour combler le déficit. Le pays a rapidement mobilisé les ressources internes. On est allé à l'Assemblée qui a approuvé 200 millions de dollars qui ont été injectés dans le système grâce à un programme de soins essentiels. Cela inclut la planification, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Il y avait également des inefficacités dans le système. Donc, nous avons considéré comment nous pouvions éliminer les inefficacités. Par exemple, nous avons pu avoir des prévisions internes, notamment en matière de vaccination. Tout définir a été très important pour nous parce que nous sommes devenus conscients non seulement de ce qui devait être fait immédiatement, mais comment on pouvait renforcer les systèmes à long terme. Donc, nous avons voulu identifier les systèmes de données, améliorer la chaîne d'approvisionnement, promouvoir la production locale. Et là, nous avons une initiative présidentielle sur la chaîne de valeur locale. Nous avons voulu avoir des systèmes dans le pays. La fragmentation a été énorme et c'était une grande contrainte pour les systèmes de données. Par exemple, tous nos systèmes utilisent des données en matière de VIH et paludisme, mais ce sont des systèmes parallèles. Donc, il a fallu avoir une planification pour faire une intégration. Et puis, nous avons 14 000 sur 28 000 personnels qui étaient du personnel local. Il fallait donc essayer de renforcer nos connaissances parce que par le passé, nous avions eu un soutien du gouvernement américain. En ce qui concerne le fait de protéger le SRM-NEA, nous avons commencé à penser à l'orientation, à l'intégration pour être veillé à ce que la prestation de services n'était pas réduite parce qu'il y avait beaucoup de fragmentation avant les réductions et certains systèmes étaient verticaux. Donc, nous avons commencé à intégrer ces systèmes et nous avons voulu concevoir un système de prestation de services qui était bien unifié en matière de SRM-NEA et de planification familiale. Il y a 2 ans, nous allons lancer une innovation. C'était une initiative MAMI pour réduire la mortalité des mères et des enfants qui a été un programme mené et par le gouvernement actuel. Nous avons
identifié quelques 200 centres qui représentaient 50% des décès de mères et des enfants. Donc, nous avons voulu faire en sorte que l'on se focalise sur ces centres. Et puis, en ce qui concerne le fait d'avoir un système général, cela nous a aidé à quantifier la situation parce que nous voulions voir le niveau de choc, quel était l'impact pour les programmes et la population et comment quantifier tout cela. Nous avons déjà des outils nous permettant de faire la cartographie des besoins et nous avons tenu compte des populations impactées. Donc, c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle au Nigeria alors que nous passons vers un système durable. Il s'agit de transformation stratégique. Merci. Adzi, il y a beaucoup d'enseignements dans cette présentation. Il semblerait que le Nigeria faisait déjà des efforts, l'initiative MAMI et le SWAP, et ces systèmes vous ont aidé, mais essayer d'avoir plus d'efficacité, d'intégrer les systèmes de données. Tout cela est très intéressant. Je pense que ces chiffres que vous avez cités vont me rester à l'esprit. Maintenant, nous avons l'occasion de poser des questions aux trois orateurs et à Susan. Donc, nous allons lancer le débat. Je vais demander à Noria Briki, est-ce que vous pourriez nous parler des sujets clés qui sont traités dans les questions? Merci, Célie. Il y a beaucoup de questions, en effet, et je vais essayer de résumer certains thèmes clés. Il y a 3 thèmes clés. D'abord, l'intégration, comment améliorer l'efficacité des systèmes et comment améliorer la mobilisation des ressources intérieures. Pour commencer par l'intégration, il y a une question. Qu'est-ce que cela signifie, l'intégration dans le contexte actuel? Et comment est-ce que nous pouvons continuer à suivre l'agenda de Lusaka et ne pas avoir un cofinancement maladie par maladie? Parce que les donateurs signent des accords avec le gouvernement. Comment éviter la fragmentation? Puis la question est de savoir comment réfléchir à l'intégration dans des contextes fragiles ou affectés par des conflits. Comment donc répondre à toutes ces questions? Parce que c'est dans un contexte beaucoup plus complexe. Et puis l'efficacité, les questions portent sur quelles sont les innovations faites par les pays pour mieux dépenser les fonds. Et l'on voudrait entendre parler de cette façon de réunir des donateurs autour d'un ensemble de prestations. Le docteur Njai en parlait. Et comment est-ce que vous avez priorisé les services dans cet ensemble de prestations? Et finalement, comment accroître la mobilisation des ressources intérieures? Est-ce qu'il y a de bons exemples? Le Nigeria en a parlé, mais quelles ont été les questions techniques quand vous avez essayé d'identifier des ressources intérieures supplémentaires pour répondre à cette question? Je vais m'arrêter ici maintenant. Merci. Il y a beaucoup d'intérêt marqué pour ce sujet. Donc, je vais commencer par la dernière oratrice, Adzi. Pourriez-vous nous parler de ce que signifie l'intégration dans ce contexte? Vous avez parlé de l'initiative MAMI. Peut-être que vous pourriez nous en parler davantage. Et les autres orateurs pourraient intervenir également. Merci.
Ce sont des questions auxquelles on s'attaque parce qu'il faut savoir ce qu'on va intégrer, parce que nous sommes dans un monde fragmenté. Dans le système sanitaire et avec le choc récent, nous avons vu que les données sont fragmentées. Quand nous avons réalisé notre évaluation du système de données, nous avons vu que la plupart des logiciels étaient verticaux, c'est-à-dire par maladie. Et ils étaient tenus ailleurs. Donc, nous n'avions pas beaucoup de visibilité sur ces données. Donc, il faudrait avoir une architecture qui inclut toutes les données. Nous commençons à avoir un système pour que toutes les données soient au moins interopérables. Ceci est mené par le gouvernement du Nigeria plutôt que par un autre gouvernement. Ça, c'est donc le domaine. Et puis, les ressources pour la santé elle-même. Parce que vous pouvez avoir un agent médical qui mène diverses interventions pour les maladies au niveau des soins. Donc, vous en avez un qui s'occupe de HIV, de VIH, un autre de tuberculose et autres. Donc, ils font des rapports à des systèmes différents. Donc, peut-être que l'on pourrait passer à un système plus intégré. Et puis, finalement, l'achat des produits. Nous voulons un système qui nous permette d'acheter tous les produits, que ce soit l'achat, les entrepôts ou le transport. Nous voulons améliorer le système d'achat et améliorer les entrepôts. Donc, voilà les domaines d'intégration que nous considérons avec des systèmes du gouvernement et nous espérons avoir plus d'efficacité. C'est très intéressant. Joshua, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à cette discussion de l'intégration? Qu'est-ce que cela signifie en Ouganda? Eh bien, oui, je suis tout à fait d'accord avec l'oratrice qui m'a précédée. Je pourrais vous donner des exemples de ce que nous avions autrefois dans notre pays. Avant les ordres, les décrets exécutifs, vous aviez un groupe qui s'occupait du paludisme, un autre qui s'occupait du VIH, un autre de la tuberculose. Nous étions très fragmentés, ce n'était pas efficace. Et cela créait un épuisement pour les agents sanitaires. Maintenant, nous avons un seul message pour les communautés. Mais l'intégration, cela veut dire également d'être en ligne avec les partenaires. Autrefois, chaque partenaire avec son propre programme. Il venait nous voir et nous disait « Nous sommes venus pour soutenir ce domaine dans cette région géographique. » Mais avec l'intégration, nous nous asseyons avec nos partenaires et nous leur disons « Voilà notre problème et voilà comment nous voulons résoudre ce problème. » L'intégration, cela signifie également d'avoir un système de suivi et d'évaluation conjoint. Tombons d'accord sur les objectifs et autres. Et puis, une budgétisation conjointe. Quand vous avez des ressources, dites-nous ce que vous avez. Nous voulons tomber d'accord sur ce qu'il faut faire avec cet argent. Donc, nous avons un portail des partenaires et cela nous donne de la visibilité pour tous les systèmes. Donc, quand quelqu'un vient nous voir, très rapidement, nous pouvons leur dire voilà le besoin que nous avons dans ce domaine, voilà ce qu'il nous faut dans notre pays. Je vous remercie. Merci, cela nous permet de saisir cette question à fond. Le manque d'efficacité est énorme et on le voit vraiment partout.
Monsieur Njai, j'aimerais bien revenir sur vous. Vous pouvez bien sûr parler sur la question de l'intégration. Et je crois que vous avez mentionné cette question de un budget, un rapport, ou un plan, un rapport. Je me demande si vous pouvez en parler, mais aussi si vous pouvez parler du travail que vous faites pour essayer de rassembler les bailleurs de fonds pour le paquet de bénéfices. Comment cela se fait du point de vue technique et du point de vue technique et autres points de vue. Merci. Merci, madame. Ce sont d'excellentes questions. Brièvement sur la question de l'intégration, cela signifie qu'il faut réévaluer la situation pour le voir d'un point de vue programmatique. C'est pourquoi nous passons à une approche ciblée sur les personnes et nous ne voulons pas voir un patient bénéficiaire de VIH, mais quand nous voyons l'occasion de voir le patient, le malade, de le voir dans la visite et voir comment nous pouvons l'autonomiser pour que, pour toute sa vie, il puisse disposer d'un système de santé qui lui soit utile. Si nous prenons les enfants de moins de 5 ans, les enfants en âge scolaire, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que c'est une information d'éducation? Est-ce que ce sont d'autres interventions qui leur permettent d'en savoir plus? C'est avec cette approche que nous essayons de mettre en œuvre l'intégration pendant toute une vie avec les programmes, les maladies et tous les autres éléments. Non pas pour certaines maladies ponctuelles, mais pour l'ensemble. Par exemple, si nous mettons des programmes de dépistage, eh bien, nous devons voir tout ce qui se passe pour chaque groupe d'âge. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sûr que nous couvrons absolument toutes les facettes, et ce qui nous permettra de voir s'il faudra, par exemple, vacciner tous ces enfants pour telle ou telle maladie, également le message pour les femmes, pour les jeunes, etc. Voilà, si vous voulez, le système que nous utilisons. Quand nous parlons des paquets de bénéfices, eh bien, c'est la même chose. Nous voyons une approche fondée sur l'intégration pour l'ensemble des personnes, pour l'ensemble des groupes, mais également, il en va de même pour les installations de santé primaire. Nous ne voulons pas certains programmes, mais nous voulons essayer d'intégrer ça pour que personne ne soit laissé pour compte et que nous puissions, de cette façon-là, avoir des programmes plus vastes. Nous voulons, sur l'installation même, nous voulons avoir un paquet d'intégration qui soit vraiment intégré et que cela soit gratuit, en tout cas au point où les soins interviennent, ce qui nous permet une meilleure interaction. Évidemment, il y a toute une série de questions politiques avec les partenaires qui viennent souvent pour suivre leur propre démarche. C'est pourquoi parfois il a fallu asseoir, par exemple, le Fonds mondial autour de la table pour essayer de voir comment on peut associer notre travail avec leur façon de travailler pour comprendre ce qui pourrait être le domaine d'aide bilatérale, mais aussi les conditions multilatérales qui vont nous permettre de comprendre quel est le paquet de bénéfices, également quelles sont les questions législatives que nous devons modifier pour prendre en considération les choses qui sont les plus utiles pour l'intégration. En même temps, nous demandons au gouvernement de mieux saisir, de mieux profiter des revenus pour que les partenaires puissent savoir que nous sommes effectivement efficaces et ainsi colmater les brèches. Ensuite, nous devons intégrer toutes ces données et d'essayer de rassembler les ressources, ce qui veut dire il faut une gestion beaucoup plus efficace, la chaîne d'alimentation, etc., d'approvisionnement, pardon, qui nous permet d'améliorer et de cibler mieux les bénéficiaires. Je crois, en quelques mots, voilà un petit peu ce que nous essayons de faire pour ce paquet de bénéfices dont vous parliez tout à l'heure.
Merci, Monsieur Njai. C'est utile. Suzanne, je tiens à te donner la parole, mais je prépare les autres membres du groupe d'experts. Il serait bon de revenir sur la question de la mobilisation des ressources nationales. Joshua a parlé d'essayer de colmater la brèche de 600 millions, d'aller voir le gouvernement, et Attlee a parlé un peu des fonds d'urgence nécessaires. Peut-être pourriez-vous nous en dire davantage sur les questions techniques et politiques. Pour l'instant, j'aimerais revenir sur toi, Susan. Nous parlons de la question d'intégration. Nous entendons parler de systèmes de données qui sont fragmentés, que nous avons besoin de mieux de détailler le système de santé, que cela est souvent verticalisé, ce n'est pas bon pour l'intégration. Nous entendons que les mouvements financiers sont également fragmentés. Est-ce que tu peux essayer de voir ce que cela vraiment signifie sur le terrain et comment nous pouvons penser à cela de façon plus globale? Merci. Je ne suis pas sûr que je peux améliorer ce que nous ont dit les membres du groupe d'experts. Ils ont démontré le travail que nous avons soutenu pendant des années. Nous en avons parlé comme efficacité de la programmation transversale, mais je crois que du Nigeria, la question des fruits qui sont à la portée de la main, qui sont faciles à obtenir, et comment on comprend cette procédure. C'est cela qui est important. Et de Joshua en Ouganda, ils se sont fixés un ordre, une feuille de route, mais il y a une approche qui est le besoin de réévaluer constamment ce qui se passe avec l'intégration. Récemment, j'y étais. Ils ont des webinaires toutes les semaines avec l'ensemble du ministère pour voir qu'est-ce qui a été perdu, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été intégré, etc. Et je crois que cette question de la Sierra Leone sur la politique et sur la question et la politique de ce que cela signifie pour d'accorder la priorité est important, car si vous avez le paquet de bénéfices, eh bien, on voit apparaître la question de la partie intrinsèque et qui ne l'est pas. Donc, notre approche a été de sous-diviser la question et de commencer à voir. Nous pouvons tous y aller pour pouvoir faire un diagnostic du système et de rentrer dans ce monde pour voir un petit peu les systèmes d'information, de chaînes d'approvisionnement, de formation des travailleurs de la santé, etc., etc. Nous l'avons fait, de fait. Mais je crois que il y a un endroit où j'étais, il y avait 120 systèmes d'information différents. Dans d'autres, 70, toutes les choses que nous connaissons, qui ont toutes évidemment une portée négative sur le système. C'est pourquoi ce que je vous dis, c'est que le diagnostic, notamment dans les fonctions de rentrée des données, est très important. Souvent, le débat ou plutôt le symptôme du problème se trouve autour des systèmes d'information. Mais je dirais quand même que les deux pièces les plus importantes pour faire quelque chose dans le domaine de l'intégration, eh bien, c'est d'avoir une approche claire sur le modèle de soins, de prise en charge, quel est le système que vous voulez avoir et qui devrait être établi, et qu'est-ce qui ne devrait pas être fait. Et il faut sans doute une approche différente pour atteindre certaines populations. Par exemple, la question de l'immunisation de la Sierra Leone. Il y a certes des priorités qui font appel à des approches différentes, mais il y a aussi la question du financement. Le financement, nous ne pouvons pas continuer d'avoir les mêmes incitations financières, le même système rigide, le même système de rapport financier qui scinde la capacité du travailleur de la santé de faire le travail sur ce qui est vraiment nécessaire en fonction de ces rapports. Je crois que si on considère ces éléments faciles à obtenir, à récolter, eh bien, on voit apparaître la question non pas uniquement sur les changements externes, mais le système de changement financier qui fait qui est-ce qui prend ces décisions, qui doivent se réunir. Et je crois que cela commence par, comme vous l'avez dit, identifier certains domaines d'intervention principaux et d'en assurer le suivi, car l'intégration et le manque de couverture n'est pas efficace. Voilà, il faut faire très attention à la démarche à suivre. Merci.
Merci, Suzanne. Nous revenons sur les membres du groupe d'experts sur la question de la mobilisation des ressources nationales. Il serait bon d'entendre, on a l'impression qu'il y a de bons exemples, ci et là, et quelles sont les solutions que vous avez pour vous occuper de quelques-unes des questions techniques et politiques dans ce contexte. Joshua, merci. Je vois que tu as allumé ta caméra, donc à toi la parole. Merci. Eh bien, nous avons été pragmatiques chez nous. La semaine dernière, pour être exact, le Parlement a donné des fonds pour ceux qui avaient été impactés par le USA, pour le manque du USA. Il y a 82 millions de shillings pour les travailleurs de la santé. Ce sont des exemples de la façon dont nous prenons sur nous une partie du budget qui avant été financée par d'autres. Mais quelques-unes des mesures qui ont été prises ne veulent pas forcément, ne signifient pas forcément plus de fonds, mais une meilleure appropriation des fonds. Par exemple, traditionnellement, il y a des questions sur l'absentisme des travailleurs de la santé. Et le gouvernement a été très clair pour essayer de trouver des systèmes électroniques dans tous les établissements de santé pour réduire le nombre de médecins qui ne vont pas. Et maintenant, il n'y en a que 3. Et avec ces systèmes, nous avons déjà commencé à percevoir une tendance d'épargne pour ce qui est des budgets. Pourquoi? Eh bien, parce que les médicaments sont suivis, donc les énormes budgets qui avaient des trous disparaissent et maintenant, on a un suivi beaucoup plus efficace. Nous avons également, en tant que pays, mettons l'accent sur la croissance du système de santé pour ne pas avoir à dépenser nos dollars en allant dans d'autres pays. Exemple, dans le mémorandum, le protocole d'accord, nous avons, quand eux, ils disent l'Amérique d'abord, ils vont d'abord prioriser les fonds américains pour acheter des médicaments et nous faisons le boubou, c'est acheter en Ouganda ce qui est disponible en Ouganda. Par exemple, nous avons les kits de tests, eh bien, certains de ces fabricants de kits sont américains. Donc, en tant que pays, nous avons développé un algorithme qui a 2 possibilités. L'option est acheter en Ouganda et construire en Ouganda. Deuxième, Amérique d'abord. Si c'est de l'argent américain, nous dépensons ça sur des produits américains. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, nous achetons des produits ougandais. Ce sont des épargnes que nous pouvons parfaitement utiliser ailleurs. Nous avons également eu l'intention de cibler la superspécialisation. Donc, le gouvernement nous a donné beaucoup d'installations qui nous permettent d'épargner beaucoup d'argent en achetant des choses à l'étranger qui finissaient par nous dépenser beaucoup de devises. Et ces épargnes peuvent être mises à profit afin de renforcer ou étayer notre propre situation de santé. Également dans le domaine de la santé et la sécurité sociale, la sécurité de la santé, l'assurance santé. Même si nous n'avons pas encore une sécurité sociale en Ouganda, nous avons commencé par le secteur privé. En ce moment, nous avons un projet pilote dans le secteur privé, notamment qui s'appelle une des utilisations à but non lucratif, pour voir un petit peu comment cela se passe. Si ça se passe bien, eh bien, cela nous permettra également de trouver à installer ça dans l'espace public. Et ce faisant, cela voudra dire que la population pourra utiliser des fonds pour cofinancer le système de santé et les épargnes peuvent être rééchelonnées pour le système de santé national de l'Ouganda. Et finalement, nous faisons beaucoup de sensibilisation auprès du gouvernement. Nous avons eu récemment une excellente réunion avec une société
important, importante où les soins de la santé ne sont pas une dépense mais un investissement. Donc, chaque dollar que vous dépensez n'est pas simplement une consommation, c'est un investissement. Donnez-nous plus d'argent et vous verrez que c'est un investissement plus important pour le système de la prise en charge. Je vous remercie. Merci, Joshua. Beaucoup de choses particulièrement passionnantes et en reprenant cette dernière question de la sensibilisation, si d'autres ont également des cas à nous montrer sur la sensibilisation, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour nous parler des questions politiques et techniques dont vous vous êtes occupé dans le domaine de la mobilisation des ressources nationales. Merci, allez-y. Merci. J'aimerais dire qu'il y a beaucoup de points communs entre les questions techniques et politiques. On peut faire l'évaluation, mais sans la volonté politique de financer le système et d'améliorer le système, eh bien, on ne va pas très loin. Pour nous, au Nigeria, ce que nous avons fait, outre l'évaluation que nous avons faite pour essayer d'absorber le choc dans un premier temps, c'est que nous avons profité de nos mécanismes de coordination. Avant, nous avions beaucoup de systèmes verticaux dans le domaine des maladies, où la partie la plus importante qui était l'espace malaria ou paludisme, HIV et TB, on a énormément pâti. Et ce que nous avons fait, nous avons mis tout le monde autour d'une même table et faire une équipe globale avec des partenaires tels que le NHIA et le système prénatal, car cela font partie des systèmes nationaux. Nous avons également mis en œuvre une reddition de comptes très importante partout. Nous avons les systèmes fédéraux et régionaux et locaux, et nous avons établi un code de conduite pour savoir quand nous allons renforcer la reddition de comptes partout. Pour toutes les parties prenantes, les gouvernements, par exemple l'État fédéral, le gouvernement local, ainsi que les partenaires de développement. Nous avons élargi cela pour avoir plus d'acteurs et quelques groupes traditionnels qui travaillent dans le domaine de la santé. Pour ce qui est du service de la santé, eh bien, des domaines d'efficacité, nous essayons de regrouper les services pour savoir qu'est-ce qui peut être intégré, afin de ne pas passer à l'intégration et l'efficacité sans savoir qu'est-ce que nous avons à gagner et à perdre. Donc, et comme le disait Suzanne à l'instant, où pouvons-nous intégrer? Quels sont les domaines dans lesquels nous ne pouvons pas intégrer? Quels sont les systèmes de données qui sont importants? Comment pouvons-nous optimiser ces programmes? Quand on regarde de près les produits de base et la chaîne d'approvisionnement, essayer de rationaliser certaines des activités que nous avions déployées auparavant qui peuvent parfaitement être rationalisées. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources nationales, eh bien, il y a une diapo que nous a montré Suzanne sur le cofinancement qui est spécifique aux maladies ou qui se fait avec les partenaires bilatéraux. Eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous assurons une transition pour essayer de saisir les budgets d'une année sur l'autre dans le domaine de la santé en nous assurant que nous ayons une bonne disponibilité des fonds. Et évidemment, pour cela, il faut faire une énorme sensibilisation au Parlement où nous avons également un comité dans la Chambre des députés qui nous permet de travailler constamment avec eux pour savoir être sûr que nous leur donnons les preuves nécessaires sur le besoin d'augmenter les ressources nationales et pour la mobilisation des ressources nationales. Également, nous avons ça également dans le domaine des États ou même au niveau fédéral pour accroître les fonds et sans avoir besoin à chercher forcément un cofinancement en partant des fonds de la nation. Quand on regarde un petit peu ce que disait la collègue sur l'assurance, eh bien, là où il y a la couverture d'assurance qui est là pour faire participer ceux qui ont la tuberculose ou le VIH, pour essayer de les prendre en considération.
Localement, nous avons également un MDA, quelqu'un qui s'occupe de la production locale de vaccins et de produits de base. Et comme il l'a dit, nous essayons de construire un système pour la production locale d'éléments de santé. Nous avons un système d'achat qui est général, qui est plus intégré. Et nous fabriquons certains des produits. Par exemple les kits de tests et les filets pour lutter contre le paludisme. Nous nous occupons également de voir que les normes internationales soient suivies de près également au Nigeria. Merci. Merci, Asian. Et Monsieur Njai, j'ai une question de plus avant de redonner la parole à la collègue Christabel. La question est une question qui peut causer certains malaises. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu un changement de pouvoir entre les bailleurs de fonds et le gouvernement dans vos pays? Ça serait bon d'entendre votre point de vue là-dessus. J'aimerais commencer par l'économie politique et avant de répondre à la question. La question est qu'il n'y a pas de politique au sein du gouvernement. On a évoqué la question de l'assurance ou de la sécurité sociale. Eh bien, le système social, le système des ministères et la classe des travailleurs a lutté pour essayer d'avoir une sécurité sociale, mais le ministère de la Santé n'a pas forcément accompagné parce qu'on parle également de couverture universelle. Et l'on voit évidemment apparaître et poindre les problèmes que l'on voit un peu partout. Il y a également les partenaires qui s'occupent des maladies infectieuses et certains d'entre eux souhaitent, par exemple, qu'il y ait certains systèmes de santé et le secteur privé n'arrive pas forcément à suivre. Donc, il faut toujours essayer de mettre tout le monde autour d'une même table. Et nous voyons que le bureau du vice-président s'occupe d'essayer de réunir les différents secteurs pour étayer une réponse à tout cela. Pour voir également les partis des gouvernements et nous savons que nous devons établir un dialogue. C'est ainsi que nous pouvons gérer la politique qui pourra avoir un seul point de vue général pour l'ensemble du pays et qui pourra profiter du paquet de bénéfices qui sera financé et obtenir les fonds des bailleurs de fonds en question, qui nous permettra de construire la feuille de route que nous devons utiliser par la suite. Il s'agit là d'un système de financement public unifié. Le mouvement, pour répondre à la question, est le suivant. Quand on fait cette analyse, quand on voit la découpe des fonds et comment ces fonds sont envoyés, eh bien cela nous montre également que les gouvernements sont autonomisés ou nous autonomisent plutôt. Nous devons nous assurer que c'est nous qui soyons responsables des fonds qui nous sont donnés et comment nous pouvons mieux gérer les fonds que nous recevons et aussi les fonds qui viennent de sources externes, bilatérales ou multilatérales, du reste, même des fonds philanthropiques, pour que nous puissions les gérer mieux. Il y a donc en effet un déplacement, si j'ose dire, qui nous permettra de faire un travail entre gouvernements et nous occuper nous-mêmes des fonds qui nous sont octroyés et d'essayer d'effacer les inefficacités qui sont toujours présentes. Je vous remercie. Je voulais vous remercier. On aimerait vraiment poursuivre cette conversation, mais nous avons peu de temps et je tiens à demander à ma collègue Christopher Abewe de l'OMS de prêter main forte pour savoir ce que nous avons appris. Et je vois qu'il y a également des commentaires pour savoir si toutes ces leçons tirées ont vraiment été prises en considération pour tout le monde. Donc, Christabel, tu as la parole. Merci à Joshua, Atsi et
Cicely et Gibril. Et pour cette discussion vraiment très opportune. Et nous avons une réalité critique, à savoir que les pays ne font face à cette perturbation de l'aide. Pendant longtemps, on disait qu'il était possible qu'il y ait une réduction et qu'il fallait que les pays se tournent vers eux-mêmes. Et je pense que les trois orateurs ont bien indiqué que nous avons des chocs financiers et sur la base de la présentation de Suzanne, nous avons vu qu'il y a toutes sortes de conséquences immédiates, des perturbations. Et ce qui est plus préoccupant encore, c'est que selon les perspectives, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir d'autres réductions de 8% de l'APD avant la fin de l'année. Donc, ce n'est pas vraiment un panorama très positif, mais je pense que le point de vue positif, c'est que les trois pays, comme l'ont dit les trois pays, c'est qu'il faut voir les opportunités. Tous les pays essayent de faire face à ces perturbations et cela donne aux pays l'occasion de renforcer le leadership, améliorer l'efficacité, avoir de meilleurs systèmes financiers. On a parlé de l'intégration en Ouganda et ailleurs. On a parlé du fait d'avoir plus de ressources internes et je pense que le Dr Cho et autres voulaient organiser un webinaire spécialement pour parler de ces questions. Mais l'Ouganda a parlé du fait qu'il faut voir comment présenter le domaine de la santé aux personnes qui doivent financer cette santé. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une dépense, mais c'est un investissement pour le développement du capital humain. Et donc, il faut affecter des ressources à ce secteur de la santé. Je pense qu'il y a eu certains thèmes commun. J'ai choisi 4 thèmes, ce que nous avons vu de la part de tous les pays, que s'il faut faire face à ces perturbations et pour cela, il faut avoir des systèmes d'information bien établis. Le Nigeria a dit qu'il fallait quantifier le déficit. L'Ouganda, la Sierra Leone ont parlé du fait qu'il fallait des systèmes pour obtenir des informations critiques. Suzanne a dit que l'information et les données, c'était le pouvoir. Et donc, il faut établir des systèmes qui améliorent la visibilité, savoir qui finance quoi, d'où viennent les ressources, quels sont les domaines affectés, où se trouvent les plus grands risques. Et l'Ouganda a montré que le pays a pu commencer à prendre des actions rapidement parce que les informations existaient déjà avant le choc. Donc, il a été possible de passer à l'action directement. Mais ces systèmes d'information ne doivent pas être l'objectif en soi. C'est un moyen pour arriver à une finalité. Il faut permettre une réponse rapide au choc. Il faut soutenir la comptabilité et la responsabilité vis-à-vis des donateurs et autres. Et puis, on a également dit aujourd'hui que l'on ne peut plus traiter l'aide et le financement national séparément. Il faut maintenant gérer les deux sources de revenus ensemble. Et je pense que l'on parlait récemment en Ouganda de voir
d'où venaient les ressources. Parce qu'un agent sanitaire doit savoir, il a des fonds de Gavi, il a des fonds qui viennent de l'aide publique ou autre chose. Donc, il devient très important d'avoir un seul flux de ressources. Et l'exemple du Nigeria et du swap, c'est vraiment une grande opportunité pour nous à l'avenir. Le troisième thème qui a été mentionné par tous les pays, c'est l'efficacité. La plupart des pays travaillent déjà dans un espace budgétaire réduit. Et donc, l'efficacité devient une discussion très importante. Il faut veiller à ce que chaque dollar mène à un impact maximum. Et donc, il faut régler les inefficacités d'une mise en œuvre verticale, du fait que les systèmes ne se parlent pas entre eux, etc. Et puis, le Nigeria a dit que l'action immédiate doit également tenir compte de réformes à long terme. Il ne faut pas uniquement combler le déficit maintenant, mais il faut trouver des solutions qui vont durer et qui vont veiller à ce que, à l'avenir, nous puissions mieux réagir face à ces chocs. Pour terminer, j'ai 4 commentaires. Il faut que vous connaissiez les chiffres, connaissiez les données financières et autres. C'est très important, surtout quand vous parlez au ministère des Finances. Il faut mobiliser les ressources intérieures pour la viabilité. Les 3 pays ont dit que les pays voulaient maintenant investir plus dans la santé et puis finalement, il faut utiliser ce choc pour mener à des réformes. Je pense que ça serait une opportunité perdue si l'on ne mène pas des réformes à long terme. C'est important que les pays, tout en naviguant ces choix difficiles, que ces pays, comme les 3 pays l'ont dit, utilisent des éléments probants, un leadership, coordonnent leur soutien afin d'avoir des systèmes plus intégrés, plus efficaces, plus autonomes et durables. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée.